Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Donc continuons la présentation de la mécanique quantique. On a vu la formulation avec les états et les bases d'états, et bien sûr un état quelconque, disons psi, peut se noter selon x1 plus x2 plus x3, il peut y avoir autant de positions que l'on veut, et on peut même avoir des coefficients A, B, C, voilà, peu importe. On note souvent x psi, donc l'amplitude pour que l'état psi corresponde à la position x, comme psi, parenthèse, x, psi de x. C'est-à-dire une grandeur qui dépend de x, une fonction de x. C'est juste une notation. Et on l'appelle fonction d'onde. Un terme que vous avez sûrement déjà entendu. La fonction d'onde, c'est ça. Donc c'est tout simplement une amplitude pour une base particulière, la base position qui est souvent utilisée. Voilà donc ce qui nous montre, termine ici pour les états. Alors faites attention, je vous ai présenté les états, c'est très pratique pour les raisonnements, mais faites attention au raisonnement parce que sans le formalisme détaillé et les règles mathématiques que j'ai quelque peu sauté parce que trop compliqué pour cette présentation, il est très difficile de faire des manipulations correctes et ça peut aboutir à des erreurs de raisonnement, ce qui est une faute assez commune. Ensuite, un point important, c'est l'équation d'évolution, c'est-à-dire comment évolue un état donné au cours du temps. Et, pas tellement de surprise, l'équation d'évolution, c'est une équation d'onde. Elle s'écrit alpha prime égale h alpha. Donc, alpha prime égale h fois alpha, où alpha est l'état dont on veut vérifier, voir l'évolution bien sûr au cours du temps, et j'ai noté un petit prime pour dire ceci, c'est la variation de alpha avec le temps, au cours du temps. C'est pas la notation habituelle, c'est une notation simple, voilà, alpha prime, ça varie au cours du temps. Et h est une grandeur appelée hamiltonien. Pour être exact, c'est la grandeur qui est associée à l'énergie. Un point important de cette équation, c'est qu'elle est linéaire. C'est-à-dire que si on multiplie l'état ici par 2, la variation est multipliée par 2. Et plus généralement, supposons que l'état soit... Supposons qu'on ait également bêta prime égale h bêta, alors alpha plus bêta prime est égal à h de alpha plus bêta. Donc, ça varie linéairement. C'est une relation fort simple. Plus généralement, on dit même qu'elle est unitaire, qui est une généralisation. Unité d'entrer dans les détails de ça. C'est lié au caractère probabiliste. Les probabilités doivent rester toujours de 100% pour que quelque chose se passe. Et ça implique que l'équation doit être unitaire. Ceci est également lié au principe de superposition. Si deux ondes sont solutions, la somme des deux est également une solution de l'équation d'évolution. Considérons maintenant la mesure, justement, pour ces probabilités. Supposons qu'on ait donc un état alpha qui correspond à différentes positions possibles, x, y, z, etc. On fait une mesure de la position, une mesure précise. Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va avoir comme position? Alors ça, c'est le postulat de Born qui dit qu'on va trouver une de ces valeurs, x, y ou z, avec une certaine probabilité qui est liée à l'amplitude x alpha, y bêta, etc. L'amplitude permet d'avoir la probabilité. La somme de toutes les probabilités possibles
doit être égal à 1, c'est-à-dire 100%, parce que, évidemment, la particule est quelque part. Donc on va la trouver quelque part. Par exemple, on avait vu l'état x1 plus x2, qui disait que une chance sur deux de le trouver en x1, ou une chance sur deux de trouver la particule en x2. Il y a d'autres possibilités, puisque on peut mettre des coefficients, ça peut être une probabilité 1 quart, 3 quarts, par exemple. 25% de chance de la trouver en une position, 75% de la trouver en une autre, etc. Il y a beaucoup de possibilités. Supposons que l'état de la particule est alpha, et j'effectue une mesure de la position. Disons qu'avec cette mesure, je trouve qu'elle est en x, bien précis. Alors, à partir de là, on sait qu'elle est en x. Et par ailleurs, on l'a mesurée, c'est là qu'elle est. Et donc, après cette mesure, l'état doit être x. Ce phénomène est appelé une réduction de l'état. C'est-à-dire qu'il réduit les possibilités. Au départ, alpha peut correspondre à plusieurs positions. On fait une mesure, il n'y a plus qu'une position, celle qu'on a trouvée. D'où la réduction pour la variable mesurée. On parle de réduction de l'état ou de réduction du vecteur d'état ou encore de réduction de la fonction d'onde. C'est un postulat de la mécanique quantique appelé postulat de réduction. En fait, on a l'impression de l'avoir déduit. On dit ça doit être comme ça puisqu'on l'a trouvé en x. Mais en réalité, c'est réellement une hypothèse. C'est réellement un postulat parce que savoir qu'on l'a trouvé en x n'exclut peut-être pas le fait que son état reste x plus y plus z. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être creusé, on y reviendra. On verra d'ailleurs que ce postulat de réduction n'est pas sans poser de problèmes, il pose des difficultés. Et on devra s'en passer. On devra se passer de ce postulat de réduction pour comprendre un certain nombre de choses concernant le temps. Considérons maintenant deux particules. Ici, on a parlé d'une particule jusqu'ici. Maintenant, nous disons que nous avons deux particules qui sont décrites par leur position. Comme nous continuons dans cette voie, il peut y avoir d'autres variables, la vitesse, etc. Peu importe, la position nous intéresse. Disons que alpha peut être en x1 ou x2. Et que la particule 1 peut être en x1 ou x2. Et disons que la particule 2 peut être en y1 ou y2. Deux oppositions, même les mêmes, peu importe. On note l'état comme un produit. C'est-à-dire on note x, y. Une première particule est en x, la deuxième est en y. En fait, l'addition et le produit, typiquement en mathématiques et en logique, ça correspond au ou et au et. Une addition c'est ou, multiplication c'est et. La particule 1 est en x et la particule 2 est en y. Il y a deux positions possibles par particule, donc on peut construire une base, position, pour nos deux particules, avec des combinaisons de ces états de base. Les combinaisons sont toutes les positions possibles, x1, y1, c'est une possibilité, x1, y2, x2, y1, et x2, y2. Et donc, ces quatre produits couvrent toutes les possibilités. Et on peut les combiner par superposition, comme on l'a vu, pour obtenir tous les états possibles. On généralise ça facilement à toutes sortes de variables, en nombre quelconque, avec des valeurs quelconques, et un nombre quelconque de particules. On peut par exemple avoir l'état x1, y1. Donc la particule 1 est en x1, la deuxième est en y1. C'est tout. Ça c'est simple. On peut aussi avoir l'état. La première particule c'est x1 plus x2.
fois Y1, ce qui est égal en prenant le produit X1, Y1 plus X2, Y2. Cet état signifie que la première particule a une position indéterminée, moitié-moitié, X1 ou X2, et la deuxième particule, elle est en Y1. Pardon, c'est X2, Y1. Donc la première particule, c'est X1 ou X2, la deuxième, c'est Y1 à coup sûr. On peut aussi avoir X1 plus X2 fois Y1 plus Y2. C'est-à-dire que la particule 1 a une position indéterminée, X1 ou X2, et la particule 2 a une position indéterminée, Y1 ou Y2. Et le produit donne la somme des 4 états de base, les 4 possibilités. On peut avoir X1Y1, ou on peut avoir X1Y2, ou X2Y1, ou X2Y2. Les 4 possibilités se rencontrent. Et elles sont donc dans des positions indéterminées, de manière indépendante. Mais il existe aussi d'autres possibilités. Et elles sont particulièrement importantes. Elles sont au cœur de ce qu'on appelle la seconde révolution quantique, parce qu'elles sont à la base, c'est les états dits intriqués, qui sont à la base de la cryptographie quantique, du calcul quantique, de la téléportation quantique. On lit énormément d'actualités sur le sujet actuellement, surtout sur la cryptographie quantique. Le calcul quantique est en plein développement, mais pas encore utilisé. La cryptographie, oui. On lit beaucoup d'actualités là-dessus, parce que c'est en plein boom. Et un tel état, c'est par exemple X1, Y1 plus X2, Y2. Ça veut dire que l'état des deux particules est déterminé, c'est X1, Y1 ou bien X2, Y2. Un tel état apparaît de manière étrange pour la raison suivante. Chaque particule est indéterminée. X1 ou X2 pour la première, Y1 ou Y2 pour la deuxième. Et ce n'est pas de l'ignorance. Par exemple, la particule 1, étant X1 ou X2, elle est réellement comme ça. C'est une onde. Elle est étalée en deux positions. Rappelez les deux pics. Donc, elle a réellement une position indéterminée. Et de même pour la deuxième particule. Oui, mais si je mesure la position de la première particule, supposons que je trouve, par exemple, elle est en X1. Eh bien, à ce moment-là, je suis sûr et certain que ma deuxième particule va être en Y1. Alors que, en principe, c'était des particules indépendantes. Elles ne le sont plus. On dit que ces particules sont intriquées. Un état qui a fait beaucoup fantasmer, qui a conduit à beaucoup d'erreurs d'interprétation. Les états intriqués sont des états pas faciles à comprendre. Alors, dans la prochaine vidéo, nous continuerons, nous présenterons encore un peu les états intriqués, et nous parlerons de ce qu'on appelle le problème de la mesure. Mais, si vous voulez mieux comprendre les états intriqués, pourquoi pas, on n'aura pas besoin d'aller trop dans le détail ici, mais si vous voulez mieux les comprendre leur étrangeté, le plus simple est de regarder la série que j'ai réalisée sur l'intrication, justement, où je vois ça beaucoup plus en détail. Voilà, donc la prochaine vidéo, la suite et le problème de la mesure. Je vous remercie.